On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de ce projet de Maison des Arts de la Fondation Le Renfort. Mais d'abord, est-ce qu'il est vrai qu'une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pourrait atterrir à Saint-Jean? Écoutez bien l'entrevue qui suit et surtout, il faut lire entre les lignes de ce que nous dit le directeur des communications. Vous savez, depuis quelques semaines, on voit cette nouvelle qui nous apparaît ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, peut-être un peu trop grosse, mais selon les dires du directeur général de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Daniel Dubois, qu'on a reçu ici même à l'émission, c'est un projet qui est réel. Il y a un investisseur qui veut, d'une part, acheter l'équipe de hockey junior majeur, le Titan d'Acadie Bathurst, pour ensuite déménager cette équipe, cette concession sur la rive-sud de Montréal. Une dizaine de villes sur la rive-sud ont été identifiées. Au final, il en restait 2. Et au final, il n'en reste qu'une seule, c'est la ville de Saint-Jean. Sauf qu'au départ, il faut que le commissaire, il faut que la Ligue, il faut que le bureau des gouverneurs soient en accord avec la transaction et le déménagement, ce qui est loin d'être chose faite. Question de nous éclairer un peu sur le fonctionnement même de la Ligue dans un cas comme celui-ci. On rejoint Maxime Blouin, qui est le directeur des communications et des relations médias à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Bonjour à vous. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Dites-nous premièrement, le Titan d'Acadie Bathurst, pour le moment, il appartient toujours aux mêmes propriétaires. Oui, ce sont toujours les mêmes propriétaires, le même groupe d'actionnaires qui est là depuis quelques années, qui ont pris la relève de Léo Guy Morissette dans le temps, qui était propriétaire. Puis c'était un groupe d'actionnaires qui était nombreux. Il y a eu quelques rachats pour avoir un groupe un peu plus serré, un peu plus restreint. Mais c'est toujours eux qui sont majoritaires là, au niveau des propriétaires du Titan Acadie Bathurst. Bon, est-ce une concession qui vit des difficultés? Parce que je vois deux chiffres. D'un côté, la concession est partie de Laval pour aller à Acadie Bathurst il y a 25 ans. Oui, Bathurst est une petite localité, mais c'est toute la péninsule acadienne qui doit probablement aller au match. Mais en même temps, quand on regarde les statistiques au niveau de l'assistance, on parle d'une moyenne de 1400 spectateurs. Est-ce que c'est suffisant à la pérennité d'une concession dans la Ligue aujourd'hui? Ben, je le mentionnais l'autre jour à une de vos collègues à Saint-Jean du Canada français. Je lui disais que le chiffre d'assistance, il n'y a pas vraiment de chiffre minimum d'assistance pour être rentable. Une équipe de la GMQ, c'est un budget d'opération d'environ 2 millions à 2,5 millions. Donc, une fois que la concession est capable de remplir ses obligations financières, que ce soit par les commanditaires, que ce soit par les droits de télévision, que ce soit par l'achat de billets, c'est certain que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est certain qu'au niveau junior majeur, je vous dirais que la vente des billets puis l'assistance, ça représente presque 70-75 des revenus d'une équipe. Que ce soit par les concessions, que ce soit par la boutique souvenir, mais également la vente de billets qui est la rentrée d'argent la plus importante. Donc, c'est certain que lorsque les assistances sont plus basses, ça devient plus difficile pour une équipe d'être rentable puis d'assurer une certaine pérennité d'une franchise dans un marché. Bon, parce que d'ailleurs, moi, je me rappelle dans les années où nous avions ici les Castors et les Lynx à Saint-Jean. Mais bon, à l'époque, il y avait des équipes à Verdun, à Longueuil, à Granby, à Saint-Hyacinthe. Bref, il y en avait beaucoup. Le modèle d'affaires de la Ligue a changé, mais il reste que dans ces années-là, ici à Saint-Jean, on avait des moyennes d'assistance d'à peu près ça, 1500 par match, et les actionnaires de l'époque n'arrivaient pas à boucler le budget. La communauté a tout fait pour garder l'équipe, mais ultimement, elle s'est vendue et elle s'est déménagée à Rimouski. Je reprends le cas d'espèce du Titan d'Acadie Bathurst. Est-ce que vous sentez que cette concession-là est en difficulté financière en ce moment? Ben, écoutez, je vous dirais que c'est aux actionnaires du Titan de voir si leur équipe est en difficulté financière. C'est certain qu'on aimerait, au niveau de la Ligue, qu'il y ait davantage de personnes qui assistent au match à Bathurst. Puis c'est la même chose, c'était la volonté également de la ville de Bathurst lorsqu'ils se sont associés au Titan l'année dernière avec les compensations au niveau des billets. Si l'équipe dépassait une moyenne d'assistance, je crois, de 2000 par match, il y avait une compensation qui pouvait être faite à la ville de Bathurst et cela faisait que la ville pouvait financer l'équipe d'une certaine manière aussi. Donc, au niveau de comment ils structurent
leurs finances. Je crois que ça leur appartient au niveau de la Ouais. Ligue. On est satisfait de comment nos 18 équipes gèrent leurs finances, comment qu'ils opèrent et comment, à la fin de l'année, ils sont capables de payer leurs Ouais. dû, que ce soit à leurs fournisseurs ou au niveau de la Ligue également, parce que c'est les Ouais. équipes qui financent la Ligue puis la Ligue canadienne également. Bon, dites-moi, quand, quand une concession, quand des actionnaires disent, écoutez, malheureusement, on n'y arrive pas, on perd des sous, on veut vendre, on n'a pas beaucoup d'acheteurs, on en a un qui est intéressé et qui ultimement dit, ouais, moi je suis intéressé à acheter, mais à condition que je déménage l'équipe. Quelles sont les étapes à franchir quand un cas comme celui-ci se présente au bureau de la Ligue? Ouais, ben, tout d'abord, au niveau de la condition d'achat pour déménager une équipe, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est contre les régies internes de la LHJMQ. Donc, un achat ne peut pas déposer une offre d'achat sur une équipe et dire je vais la déménager. Parce que au niveau de la Ligue, comment ça fonctionne, c'est qu'un acheteur peut se manifester. Donc, il y a une étude qui est faite avec le bureau du commissaire pour savoir c'est quoi les intentions de l'acheteur, savoir c'est quoi ses finances. Et puis avoir un petit peu un background criminel, etc., de chacun des acteurs. Donc, il y a une enquête qui est faite au niveau du bureau du commissaire. Et par la suite, bon, si le commissaire donne son feu vert, il présente ce nouvel actionnariat-là aux membres, qui sont les propriétaires des 17 autres Ouais. franchises, de cas échéant. Et puis, ils doivent voter aux 2 tiers pour savoir s'ils approuvent ou non cette vente-là. Donc, ça, c'est la première étape. Par la suite, pour ce qui est d'un déménagement d'une franchise, bien, il y aurait un autre processus qui s'enclencherait, c'est-à-dire que le commissaire va se donner à peu près un mois pour trouver un acheteur local, pour voir s'il y a des gens de la communauté qui veulent lever la main puis prendre le relais au niveau de l'actionnariat de l'équipe. Si ce n'est pas le cas, là, il peut y avoir un processus de déménagement qui va s'enclencher, c'est-à-dire qu'il y aurait une étude de marché qui serait faite dans différents marchés de voir si il peut avoir un amphithéâtre qui répond aux Ouais. exigences de la LHMQ parce qu'on parle quand même de 5 000 sièges, de 20 loges corporatives. Donc, il y a tout un, il y a tout un, il y a tout que des critères à remplir pour un marché avant d'accueillir une franchise Ouais. de la LHJMQ. Donc, et par la suite, ça doit passer également au niveau du bureau Ouais. des membres pour être approuvé par les autres propriétaires de la Ligue. Donc, ça se fait un peu en 2 étapes, si vous voulez. C'est pour ça qu'une condition de déménagement à l'achat initial, à la prise d'actionnariat majoritaire, n'est pas possible avec les règlements qu'on a en place. Je parlais tantôt du modèle d'affaires de la Ligue qui s'est transformé au fil des années. Beaucoup d'équipes là, qui se sont allées dans l'Est du Québec, dans les Maritimes également. Beaucoup moins maintenant dans la région de Montréal, où il y en avait beaucoup il y a plusieurs années. Quoique, il y a quelques années, on a eu le retour d'une équipe sur la rive nord de Montréal, à Blainville-Boisbriand. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable pour le modèle d'affaires de la Ligue d'avoir au moins une concession sur la rive sud de Montréal? Bien, c'est sûr qu'au niveau de la Ligue, d'avoir une autre franchise dans la région de Montréal, ça serait intéressant pour nous. C'est sûr et certain. C'est un marché qui est en explosion démographique. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont établies ici. Il y a un intérêt pour le hockey qu'on voit assez important au niveau des gens de Montréal, des citoyens de Oui. Montréal et des environs. On a quand pensé au Rocket, comme ils ont réussi à bien pénétrer leur marché à Laval. L'Armada qui, dans ses bonnes années, avait presque ça le comble à toutes les parties. On a le Canadien, évidemment, puis on a le hockey féminin aussi avec l'Alliance qui est rentrée. Donc, il y a un attrait certain pour le hockey dans la région. Donc, c'est sûr pour nous que ça serait intéressant. Mais comme je vous disais, pour nous, avec nos 18 marchés à l'heure actuelle, on est satisfait. On trouve qu'ils sont solides et Ouais. ancrés dans leur communauté. Et puis, les possibilités d'expansion sont assez minces, étant donné le bassin de joueurs qu'on a aussi. On a un bassin au niveau des États-Unis qui n'est pas très garni. Puis on s'entend que la plupart des Ouais. joueurs sont concentrés dans la région du Massachusetts. Et puis, ils se tournent vers les universités presque Ouais. Mais, systématiquement. Donc, c'est do- plus difficile à ouais. ce niveau-là. Mais donc, si une expansion est peu possible, à ce moment-là, je reviens au projet de M. Stevie Leal de Fix Auto, là, qui veut avoir une concession sur la rive sud de Montréal. Dans le fond, il fait un peu la même lecture, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de possibilité d'expansion, la seule façon d'avoir une équipe sur la rive sud, c'est d'en prendre une ailleurs et la déménager. Je comprends que la Ligue veut tout faire pour maintenir l'équipe à Acadie-Bathurst. Bon, M. Leal semble aussi jouer une carte médiatique très publique. Est-ce que ça ne crée pas un agacement auprès de la Ligue, auprès du commissaire Courteau et du bureau des gouverneurs?
C'est certain que c'est pas une avenue qu'on priorise d'aller dans une localité, dans un marché, et puis dire aux gens, ben je vais acheter votre équipe, puis je vais la déménager dans une autre ville. C'est sûr que ça fait très mal à la base de partisans, à la base de commanditaires. Et on peut les comprendre, les gens de Bathurst en ce moment, d'être un peu froissés Ouais. par ces rumeurs-là de déménagement, parce qu'ils ont supporté leur équipe depuis 25 ans maintenant. Ils ont vécu les épopées des deux Coupes du Président et de la Coupe Memorial également en 2018. Ils ont un attachement fort pour une petite localité de 13-14 000 habitants. Donc, c'est certain on peut les voir froissés par cela. Donc, c'est pas une avenue Ouais. qu'on privilégie. On l'a vu avec... je suis certain que les gens qui sont partisans des Coyotes de l'Arizona ont le même sentiment des fois avec les rumeurs de déménagement ou les rumeurs qu'ils ont avec Québec. Donc, c'est ce qu'on veut éviter un peu, d'avoir cette négociation-là ou ces projets-là sur la place publique alors qu'un Ouais. marché est ancré dans sa communauté. Bon, dites-moi, est-ce qu'on sait si, en date d'aujourd'hui, M. Leal de Fix Auto a rencontré le commissaire Courteau? Est-ce qu'il y a eu des discussions avec d'autres gouverneurs dans la Ligue? Est-ce qu'il a officiellement déposé une offre d'achat pour devenir le propriétaire majoritaire de cette équipe là-bas? Il y a eu des rencontres. Je vous Ouais. dirais qu'au niveau du processus d'achat, je peux pas vraiment vous Hmm. décliner où ce que ça en est. Mais oui, il y a eu des rencontres dans les derniers mois avec M. Leal puis la Ligue. Puis c'est à M. Leal et aux actionnaires du Titan d'Acadie Ouais. Bathurst là, de faire leurs négociations par la suite pour l'acquisition de l'actionnariat Ouais. majoritaire s'il y a lieu. Je reviens un peu à ce que je disais au début parce que non pas qu'on voit ce projet-là comme étant farfelu, mais bon, dans la localité ici, non, un aréna de 5 000 places, on parle d'un projet de plusieurs dizaines de millions de dollars. Je comprends que la ville de Saint-Jean serait locataire de la deuxième glace, là, ce qui serait profitable à la communauté ultimement et même au projet de revitalisation du vieux Saint-Jean dans lequel on se trouve nous-mêmes ici à la télévision. Mais est-ce que c'est un projet réaliste, loufoque, peu probable ou potentiellement probable aussi? Ben, ça, c'est à la ville de Saint-Jean et puis aux différents paliers de gouvernement qui vont financer le projet de voir si c'est un projet loufoque ou non. C'est certain que pour avoir une équipe de la LHJMQ, c'est ce que ça prend, c'est ce qu'on demande, ce sont les critères Ouais. de base. Donc, si vraiment Saint-Jean veut se positionner comme étant une ville hôtesse d'une équipe de la LHJMQ dans le futur, ben, c'est ce que ça lui prend comme infrastructure. Je pense qu'au niveau de Saint-Jean, je regarde la démographie de la ville qui est en explosion depuis quelques années, puis on voit qu'il y a un Ouais. dynamisme qui s'installe dans cette ville-là. Donc, je pense que c'est réaliste de penser qu'un projet comme celui-là OK. peut être bénéfique pour une Mais localité comme en Saint-Jean. autant que les étapes soient franchies, c'est-à-dire, oui, la ville a 100 000 habitants, la Montérégie a 1,5 million de population. Donc, un aréna de 5 000 places avec une équipe de la Ligue à Saint-Jean ou ailleurs sur la Rive-Sud, ça se peut. Mais de ce que je comprends, il faut suivre les étapes. Il faut acheter une équipe, puis il faut avoir les permissions requises pour ensuite vouloir la déménager, ce qui n'est pas chose faite en ce moment. Voilà, vous avez bien souligné ces points-là. Je pense au niveau de la Ligue, c'est ça. Il y a certaines étapes à Ouais. suivre, puis elles doivent être suivies si jamais il y a des acheteurs intéressés à déménager certaines franchises. Mais pour Ouais. l'instant, c'est certain que nous, on priorise pas l'avenue Je de comprends. faire cela sur la place publique pour ne pas froisser les communautés qui ont des équipes dans leur cours actuellement. Maxime Louin, merci beaucoup. C'est un plaisir. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. La Fondation Le Renfort nous arrive avec un projet de Maison des Arts, une ouverture prévue en 2023. Deux invités pour en parler. D'abord, Andréane Jalbert, qui est la directrice générale de la Fondation. Bonjour. Bonjour.
accompagné de Mireille Demers, qui est musicothérapeute. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. D'où vient cette idée de projet d'une maison des arts pour la Fondation Le Renfort? Bien, en fait, l'idée, c'est une idée que j'ai forgée probablement depuis ma plus tendre enfance, mais lorsque j'ai fait mes études universitaires pour devenir musicothérapeute, là, j'ai rencontré des gens du milieu dans des centres d'activité à vocation artistique, puis je me suis dit, il me semble que ce serait tellement bien de pouvoir apporter ça à Saint-Jean-sur-Richelieu. Non pas nécessairement juste avec la musicothérapie, mais aussi avec tous les autres types d'art, les arts visuels, la littérature, ça peut être aussi avec la danse, le théâtre. Donc, pour favoriser le développement là, chez les personnes atteintes de déficience intellectuelle et ou d'un trouble du spectre de l'autisme. Bon, de quelle façon la Fondation Le Renfort a-t-elle accueilli cette idée de projet? Bien, en fait, Mireille, ça fait déjà plusieurs années qu'elle offre ses services dans la région à notre clientèle. Puis, on avait déjà des projets ensemble au niveau de financement d'instruments et de choses comme ça. Puis, c'est pendant la pandémie, en avril 2020, elle a commencé à me parler dans un autre dossier. Puis, elle m'a conté son rêve, en fait, d'avoir ce centre-là. Puis, moi, ça m'a super gros allumé. J'en ai parlé avec notre conseil d'administration. Puis, on a dit, bien, pourquoi pas? On sait justement qu'il y a un manque de services sur le territoire, principalement pour les adultes de 21 ans et plus qui ne sont pas sur le marché du travail. Donc, on s'est dit ça peut être un besoin. Puis, on l'a évalué, on l'a présenté à notre conseil, on a fait des projets pilotes pour voir si le projet fonctionne. Puis, c'est vraiment, tout le monde est emballé. Donc, Moi, j'ai souvent la réflexion suivante. Je passe occasionnellement sur Choquette, coin Pierre-Quin, je vois l'école Marie-Rivier. Là, je me dis, c'est le fun, là. Ils sont là jusqu'à 21 ans, la clientèle TSA, déficience intellectuelle. Là, je me dis, après 21, il arrive quoi? Puis on le voit dans les reportages, on voit des parents qui peinent parfois à aller chercher des services pour les aider avec des adultes qui vont rester avec eux pendant plusieurs années. Maintenant, le renfort intervient aussi donc dans ce volet-là. On parle de Centre des arts, de musicothérapie, mais bref, qu'est-ce que fait au juste la Fondation Renfort pour justement cette clientèle des 21 et plus? bien, c'est sûr qu'actuellement, puis depuis les dernières années, notre créneau, c'était vraiment d'offrir de l'aide financière à l'usager pour qu'il puisse participer à des activités. Mais c'est vraiment pas un secret qu'il y a un manque de services profonds sur le territoire et que les organismes actuellement qui offrent des activités de jour à ces personnes-là ont des listes d'attente très longues. Les places se remplissent très rapidement. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, bien, pourquoi ne pas embarquer de notre côté? Je pense qu'on a une force dans la région, c'est d'être bien connu, d'avoir des partenaires et des événements qui ont beaucoup de succès. Donc, pourquoi pas nous aussi apporter un service sur le territoire? Et après consultation des autres centres d'activité sur le territoire, ils ont applaudi la nouvelle. Là. Bon, parlons de financement, parce qu'évidemment, malheureusement, ça coûte toujours des sous, ces affaires-là. Comment on arrive à présenter un montage financier pour un projet comme celui-ci? Bien, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est on a décidé d'acheter une résidence là, dans le Vieux-Saint-Jean via une réorganisation d'actifs qu'on avait. Mais aussi, c'est sûr et certain on fait appel à la communauté pour ce projet-là, pour 3 différents objectifs là, à la Maison des arts. Et on est à la recherche d'un montant total de 600 000 $ sur 3 ans. Donc, peut-être pour expliquer les 3 objectifs là, de cette campagne de fonds-là. Premièrement, c'est qu'on veut transformer la résidence qu'on a achetée en résidence 100% accessible pour notre clientèle. On pourra peut-être en parler après. On veut aussi s'assurer d'offrir un tarif qui est réduit à l'usager, c'est-à-dire de s'assurer qu'il puisse payer le même tarif qu'il paierait ailleurs chez nous, tout en ayant potentiellement des dépenses un peu plus élevées de notre côté. Et finalement, on veut aussi financer là, de l'équipement de départ. Donc, tout cela se fait du côté de la Fondation, mais aussi, espérons-le, du côté de la communauté. Là. Bon, parlons de musicothérapie. Qu'est-ce que ça fait au juste? Quels sont les bienfaits? Quels sont les bienfaits sur cette clientèle-là, précisément? Bien, la musicothérapie, c'est d'abord l'utilisation de la musique par un professionnel dans un lien thérapeutique pour favoriser le développement de l'individu, sa santé et son bien-être. Donc, on va travailler les besoins de la personne, du participant, qui puisse être physique, ça peut être au niveau cognitif, psychologique, ça va être social, communicationnel, ça peut être au niveau musical, ça peut être aussi au niveau spirituel. Et puis, on va établir des buts et objectifs pour vraiment favoriser le développement de la personne via la musique. Donc, la musique, c'est un médium. Et puis, on va faire des activités qui vont répondre à l'individu. Quelle est la différence de tenir ce genre de séance ou d'atelier
dans un endroit X et le tenir plutôt dans une maison des arts? Qu'est-ce que ça fait comme différence au niveau de l'intervention? Bien, le fait de l'avoir dans une maison des arts, ça fait en sorte que ça crée une certaine familiarité avec l'individu. Donc, le participant, il arrive à la maison des arts, puis s'en vient pour avoir du plaisir, s'en vient avoir une activité plaisante, et puis cette activité-là, il va la faire sans égard au travail qu'il va y mettre. Donc, lui, il s'en vient juste faire de la musique, puis ça va... Donc, voilà. Donc, Mais actuellement, ces séances-là, vous les tenez à quel endroit avec la clientèle? Bien, présentement, avec la situation... présentement, moi, j'offre mes services dans les résidences de type familial et puis dans les résidences intermédiaires. Donc, à chaque jour, j'ai ma valise d'instruments de musique, j'amène ma guitare, j'amène mon banc, j'amène ça. Mais là, c'est sûr que la situation est découlée du fait qu'on est sorti, on est dans une pandémie mondiale aussi, puis ça fait en sorte qu'on a dû reformuler les services. Mais juste avant la pandémie, en 2019, on avait, grâce à la Fondation, ouvert un service à l'externe à la maison TED, Tourbillon et Diapason à l'Acadie, et on a pu faire des activités pour la clientèle qui venait faire la musicothérapie sur une plage une demi-plage horaire. On comprend que l'idéal pour vous, c'est d'avoir la maison des arts. Bien, exactement. Donc, Et là, dans cette maison-là, il n'y aura pas juste de la musicothérapie. Donc, on parle aussi d'ateliers d'artisanat. Donc, on est aussi en art visuel, là. Bien, effectivement, ce qu'on veut, c'est, dans une première phase, oui, offrir la musicothérapie, faire les arts visuels, puis éventuellement pouvoir offrir d'autres arts aussi. Donc, on veut vraiment ouvrir à tous les arts possibles. La danse aussi pourrait être un des objectifs, la littérature, la sculpture. Donc, on veut vraiment optimiser puis ouvrir à tous les types d'arts possibles. Bon, on parlait tantôt donc du 176 rue Longueuil, dans le Vieux-Saint-Jean. C'est quoi comme bâtiment? En fait, drôlement, c'est un bâtiment résidentiel. Donc, quand on cherchait pour la maison, on voulait... Bon, je regardais les locaux commerciaux. Puis quand on est arrivé devant cette maison-là, on s'est dit, ça a pris tout son sens d'avoir une maison. Quelque chose qui est valorisant, qui est chaleureux, qui ressemble à une maison aussi et non à un local. Donc, c'est pourquoi on a choisi cette maison-là. Ça requiert un travail plus important qui est quand même de la convertir de façon commerciale et aussi de la transformer. Puis je vous dirais ça, c'est mon autre question, parce qu'en même temps, vous avez une clientèle, dans certains cas, qui se déplace probablement avec des fauteuils. Oui. C'est une vieille maison, ça doit pas être adapté, je présume. En fait, drôlement, c'est une maison une construction de 2009, donc c'était une petite maison unifamiliale, mais effectivement, et c'est la plus grosse partie de la campagne de levée de fonds, pourquoi on requiert l'aide de la communauté, c'est de la rendre 100 % accessible. Et je pense que c'est vraiment ce qui va différencier le bâtiment des autres, c'est que toute personne, peu importe sa condition, va pouvoir accéder de la même façon à la maison. Je donne un exemple. On ouvre à l'intérieur, on installe un monte-personnes. On crée une rampe à l'extérieur, on installe 3 nouvelles sorties de secours. On convertit toutes les salles de bain en salles de bain adaptées. On ouvre toutes les cadres de porte. Tout est vraiment pensé pour qu'une personne qui arrive en fauteuil puisse accéder à tous les étages, toutes les salles de bain. Là, vous l'avez acheté? On a acheté la résidence, il reste à la transformer. Les travaux sont prévus commencer là, dans les 2 prochaines semaines. Donc, vous commencez les travaux, nonobstant le fait que l'objectif n'est pas atteint en ce moment, vous avez confiance de l'atteindre ultimement, c'est ça? En fait, on a quand même atteint une bonne partie de notre objectif en pré-campagne. On avait des partenaires qui ont été sollicités en pré-campagne également, qui ont confirmé et qui vont être annoncés pour le premier jeudi, notre partenaire principal, et un autre partenaire également là, dans 2 semaines. Donc, il y aura de la publicité par rapport à ça. Là. Quelles sont les activités ou les levées de fonds que vous faites ou que vous allez faire dans les semaines à venir pour combler, disons, le montant manquant? En fait, le montant manquant est comblé à 100 % par la campagne de financement. Que ce soit au niveau, je donne un exemple, quand on fait de la transformation de bâtiment, ça peut être aussi simple qu'un entrepreneur général ou une plomberie, par exemple, peut offrir des services gratuitement et ça vient diminuer nos coûts. On a également des plans de visibilité pour les entreprises en échange de partenariats. Mais pour le moment, on espère que la campagne de financement puisse combler à nos besoins pour pouvoir conserver les fonds qu'on fait dans nos autres activités pour poursuivre la mission qu'on a actuellement, qui est de donner de l'aide financière aux usagers. Parce que les demandes qu'on paie actuellement, l'aide qu'on donne, ça va continuer quand même. Puis à la limite, on prévoit que ça augmente, étant donné qu'on va avoir des usagers qui voudront venir à la maison de façon subventionnée s'ils n'ont pas les moyens pour le faire.
faire. Donc, c'est pour ça que les activités, on désire les garder dans la mission actuelle. Là. Potentiellement, il peut y avoir combien de participants qui peuvent fréquenter la maison et utiliser les services? Bien, en fait, ce qu'on vise, c'est d'avoir un groupe en art visuel de 6 personnes le matin et un groupe de musicothérapie de 6 personnes aussi. Donc, ce qui fait 12 en plage horaire le matin et 12 en plage horaire l'après-midi sur 5 jours. Ça veut dire... ce qu'on souhaite, c'est donc 24 x 5, 120, un potentiel de 120 usagers par semaine. En fait, ce qu'on veut surtout offrir, c'est de toucher un maximum de gens. Donc, l'usager qui va venir va pouvoir venir pour un maximum de 2 séances par semaine pour commencer. Donc, 60 à 120 personnes par semaine, idéalement. Est-ce qu'un modèle de maison comme celle-là existe ailleurs au Québec duquel vous vous êtes inspiré ou plus ou moins? On en avait visité 2, en fait, là, qui étaient des centres d'activité qui avaient vraiment une vocation artistique. C'était principalement sur la rive nord. Naturellement, c'était un peu différent de ce qu'on offre aussi, mais on venait cibler quand même la clientèle qui a une DITSA. Cependant, sur le territoire, il y a des centres d'activité, mais il n'y en a pas qui se spécialisent spécifiquement en art, non plus avec des professionnels quand même du calibre là, de Mireille Demers, par exemple. Bon. Est-ce qu'il vous reste à faire dans les prochaines semaines et les prochains mois? Bien, il reste à recontacter toutes nos familles pour les informer de cette grande nouvelle-là qui vient d'émerger ici. Donc, on sait qu'ils étaient en attente, qu'il y avait quelques bruits de fond qui couraient, comme quoi ce type de service-là s'en venait. Donc, on va pouvoir leur confirmer bientôt qu'on va pouvoir leur ouvrir nos portes. Donc, on a ce travail-là à faire. Puis, évidemment, bien, c'est sûr que les levées de fonds avec les partenaires et puis les travaux, c'est ce qui est à faire aussi. Maison des Arts de la Fondation Le Renfort, 176 rue Longueuil. Ouverture en 2023. Est-ce qu'on connaît le mois? On espère au printemps, mais sachant que les travaux, on Oui, non, jamais en construction, on ne peut pas trop s'avancer sur les dates aujourd'hui. Où il faut multiplier. C'est ça. Ça fait partie de la vie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Concours de décoration hivernale sous la thématique Forêt enchantée. Les résidents, les commerçants, les écoles, les CPE, les organismes à but non lucratif peuvent y participer. Pour information, allez tout simplement sur sjsr.ca. À demain.